OK, alors bonsoir tout le monde. Merci d'être resté pour ma présentation, la dernière de la journée. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui ça fait quelques fois que je présente au Hackfest, toujours agréable d'être de retour. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je me présente pour commencer, donc profil un peu différent des autres présentateurs, mais je suis professeur à l'école de criminologie à l'Université de Montréal. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est l'impact des technologies sur le crime. Évidemment, je travaille beaucoup donc sur le dark web avec mon centre de recherche et je suis un des co-organisateurs de B-Sides Montréal. Donc l'an prochain, ne manquez pas la conférence après Hackfest au Québec, on n'a pas raté. Maintenant, ça c'était un peu mon abstract, mais en gros, le but de ma présentation aujourd'hui est vraiment donc de m'intéresser au travail de la police et d'essayer de comprendre un peu comment est-ce que les services de police se sont adaptés au cours des dernières années au monde criminel en ligne et de voir c'est quoi les différentes stratégies qu'ils ont adoptées, c'est quoi l'impact de ces stratégies-là et comment finalement est-ce que la police commence peut-être à avoir un certain impact en arrêtant de cibler des individus, de fermer des plateformes, mais en s'attaquant en fait aux facilitateurs, ceux qui permettent aux délinquants finalement de faire leurs crimes, plus qu'aux délinquants eux-mêmes. Donc, ce changement de focus-là est quand même vraiment intéressant, je trouve, mais ça pose aussi des questions en fait pour tout le monde dans la salle, simplement parce que il y a plusieurs façons de faciliter le crime et quelque part, la question qu'on va se poser, ça va être de dire ben, où est-ce que la police va s'arrêter, à qui est-ce qu'elle va s'intéresser. Je pense que ça fait une discussion qui est vraiment importante et qu'on doit avoir maintenant avant qu'on ait certains débordements puis que finalement on s'attaque à des gens qui aident à augmenter la sécurité mais qui aussi donc viennent aider les délinquants à faire des crimes qu'ils le veuillent ou non. Donc, c'est un peu le but de ma présentation aujourd'hui. Maintenant, en fait, juste un petit recap, une petite introduction. Euh, on sait tous que sur Internet, il y a plein de marchés illicites, on peut acheter à peu près n'importe quoi. Sur le dark web, en fait, ce qui était intéressant au cours des dernières années, c'est comment est-ce que ces marchés illicites-là se sont présentés. Ils sont devenus, en fait, très visuels, très faciles d'utilisation, ouvert à tous, même si c'est sur le dark web. Et ici, vous avez un exemple, moi je l'aime bien, même s'il est vieux, simplement parce que pour se démarquer tous les marchés licites, ils doivent avoir un petit ting. Puis dans ce cas-ci, ben, c'était Middle Earth. Donc si vous voulez acheter des produits illicites, vous êtes un fan de Lord of the Rings, ben, c'est là-dessus que vous deviez aller finalement. Donc, ces marchés des sites sur le dark web, n'importe qui, en fait, dans bien des cas, peut y aller. Certains, évidemment, vont être sur invitation seulement. Et ils permettent d'acheter pas mal n'importe quoi. Ça peut être des biens physiques, mais aussi des produits et des services en ligne. Maintenant, au cours des dernières années, ce qu'on a vu en fait, puis la stratégie policière pour s'attaquer à ces marchés-là, c'était vraiment de se dire, ben, on va cibler les administrateurs des marchés, on va s'attaquer aux plateformes elles-mêmes. Et ici, en fait, vous avez une image qui a été prise lors de l'arrestation de l'administrateur de Silk Road, qui était à l'époque le plus gros marché sur le dark web. Et ils ont réussi, donc, à travers certaines méthodes qu'aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas comment, mais ils ont réussi à l'identifier, l'arrêter. Et c'était sûrement un peu frustrant pour la police parce que finalement, ben, 4 jours plus tard, il y avait Silk Road 2 qui existait et c'était pixel pour pixel exactement le même site web. Et la police, elle avait pris 2 ans et demi pour arrêter cette personne-là. Et on se dit que dans 4 jours, on a comme détruit 2 ans et demi de travail. On a fait, puis moi-même, j'ai fait plusieurs recherches là-dessus. Puis ça, mes talents d'animation vont jusque-là. Là, c'est pas mal la limite. Mais on a fait plusieurs études, en fait, pour comprendre, OK, mais justement, si on est capable de quantifier, de mesurer, c'est quoi l'impact, finalement, de ces fermetures-là, de s'attaquer aux administrateurs. J'aurais pu mettre 25 graphiques qui seraient exactement comme ça. Mais ici, en fait, c'est une étude qu'on a fait pour regarder, une fois qu'un marché va être fermé, en fait, sur le dark web, qu'est-ce qui se passe après? Et en gros, vous voyez donc l'accumulation, le nombre de vendeurs, en fait, qui sont actifs sur le dark web. La barre rouge, c'est une opération policière. Et on voit qu'après, bien évidemment, quand on enlève des marchés, on va enlever des gens, des vendeurs qui sont actifs. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, on revient pas mal au même niveau où on était avant, même un peu plus. Et ça ici, c'est pour le nombre de vendeurs qui sont actifs, mais si on regardait le nombre de revenus, le nombre de produits à vendre et tout ça, tout ça, finalement, reviendra un peu au même, puis on se rend compte qu'après un petit délai, après une petite pause, on revient où on était auparavant. Et
en fait, on revient même souvent un peu plus haut. Puis une des raisons pour ça, c'est simplement le fait que ben, tout d'un coup, la police va faire des conférences de presse, va dire à tout le monde, « Hey, saviez-vous qu'on pouvait faire tout ça sur le Dark Web? » Puis tout d'un coup, ben, ça devient comme la meilleure promo que le Dark Web ne peut pas avoir parce que tout le monde leur dit qu'on peut acheter des produits de meilleure qualité, c'est incroyable, c'est sécuritaire. Parce que regardez, on a arrêté l'administrateur, mais comme pas mal personne d'autre. Donc, finalement, on se tire un peu dans le pied en faisant ça. On a vu par contre qu'il y a quand même eu une certaine transformation en fait de leurs opérations. On a vu par exemple dans certains cas que la police s'est dit, ben, au lieu de juste fermer la plateforme, ben, une fois qu'on l'a saisie, on pourrait juste la rouler nous-mêmes. Et on l'a vu ça dans les années 2000 avec des carders, on l'a vu avec la pornographie juvénile, on l'a vu avec le Dark Web plus récemment aussi, où la police seulement va se faire passer pour l'administrateur puis continuer d'opérer la plateforme. C'est quand même assez intéressant d'un point de vue éthique de se dire que finalement, les policiers, ben, c'est eux qui alimentent tout le marché criminel, c'est eux qui facilitent le crime finalement, puis est-ce que c'est vraiment leur rôle, puis est-ce qu'on veut vraiment qu'ils fassent ça? Et on l'a vu en fait donc récemment encore qu'ils ont pris le contrôle finalement de ces plateformes-là. Et ça a été extrêmement efficace parce que ben, quand on prend le contrôle des plateformes, on peut jouer des petits tours aux participants, puis on peut leur dire par exemple, « Ah, on a perdu votre avatar, votre photo de profil, pouvez-vous la re-uploader, puis voici le site où vous devez aller uploader votre photo. » Puis évidemment, on met un petit tracker dedans pour savoir de où les personnes viennent. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ça et c'est quand même assez efficace, même si c'est compliqué un peu. Maintenant, ce qui a été encore plus intéressant, en fait, c'est de se dire que la police a décidé de s'attaquer à des facilitateurs du crime. Puis, pour ceux qui sont déjà allés sur le Dark Web, on sait que les URL sont très, très longs. Donc, ce n'est pas des google.com, c'est des trucs comme longs comme ça, surtout récemment. Et en plus, ben, c'est comme impossible de s'en rappeler. Et la durée de vie médiane d'un site sur le Dark Web, c'est, là, je n'ai pas de petit questionnaire fancy comme la personne qui présentait avant moi, je n'ai pas de prix non plus à donner, mais la durée médiane de vie, c'est 0 jours. Donc, ça veut dire qu'à toutes les heures, à tous les jours, il faut trouver c'est quoi l'URL que le site web utilise en ce moment. Puis, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des sites qui vont nous diriger au bon endroit finalement. Et deep.web.com, c'était un de ces sites-là, pire nom de site web que j'ai jamais inventé, mais qui a été utilisé par des millions de personnes pour justement essayer de repérer un peu, puis d'aller sur le Dark Web. Et ce qu'on ne savait pas, en fait, et quand le site a été fermé, tout le monde était très surpris qu'on s'attaque comme ça à un site de nouvelles, finalement. Mais finalement, ce qu'on ne savait pas, c'est que discrètement, ils avaient une commission sur toutes les ventes qui étaient facilitées par les gens qu'ils amenaient vers le site. Et les administrateurs avec qui moi j'ai communiqué vraiment souvent, j'étais sûr que c'était comme deux losers. Puis finalement, je me suis rendu compte que les gars avaient fait 30 millions en quelques années avec les commissions. Puis tout d'un coup, je me suis dit, ah, OK, je vous aurais peut-être, en tout cas, on aurait une relation différente si ça avait été le cas, si j'avais su. Mais donc, Deep.web donc, a été fermé et ça a été un peu une espèce de petite lumière. Puis pour se questionner et essayer de comprendre, en fait, OK, mais est-ce que cette nouvelle stratégie-là va vraiment changer quelque chose? Est-ce que c'est une stratégie qui peut avoir un impact? Et si oui, quel impact ça peut avoir? Donc, j'ai des assistants de recherche fantastiques qui sont passés au travers de centaines de forums, qui ont fait des recherches vraiment exhaustives. Et en gros, le but, c'était de comprendre de la bouche des délinquants comment est-ce qu'eux, ils avaient vécu finalement cette nouvelle stratégie-là de s'attaquer aux facilitateurs. Et donc, on a pris 14 forums sur l'Internet et le Dark Web. Ils ont fait des recherches par mots-clés et on est arrivé au final avec 2841 messages qui avaient été mis de témoignages de gens qui parlaient un peu de comment est-ce que tout ça, ça avait eu un impact sur eux. Et on a fait une analyse thématique, donc on a pris tous les messages, on a mis ça dans les logiciels d'analyse, puis on a essayé de voir qu'est-ce qui ressortait de tout ça, puis qu'est-ce que les gens disaient par rapport à cette fermeture-là. Et donc, je vous présente en fait les différents résultats qu'on a eus. Ce qu'on a vu en fait, c'est que la première chose, c'est qu'on a eu en fait une augmentation des efforts. Et quand on est la police, finalement, on peut avoir plusieurs objectifs, perturber les marchés et tout ça. Mais une des choses qu'on veut faire aussi, c'est de rendre plus difficile l'accès puis l'utilisation des marchés. Et donc, ici, vous avez des citations qui ont été librement traduites. Là. Il y a peu de gens qui parlent français sur le Dark Web. Donc, la première chose, en fait, c'est que les gens ont commencé à se plaindre en se disant, OK, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour trouver les sites?
Moi-même, j'ai fait de la collecte massive sur le dark web. Puis quand il faut que tu changes ton URL à toutes les heures, c'est quand même un peu difficile de se retrouver dans tout ça. Donc, on a vu en fait qu'il y a une augmentation vraiment importante des efforts que les gens devaient faire pour essayer de trouver les ressources, pour essayer d'aller les consulter. Et évidemment, bien, ça amène moins de participation sur les marchés. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que les gens, en fait, trouvaient qu'il y avait une augmentation des risques, ça peut être réel ou encore perçu, en se disant que quand on s'attaque finalement quand on s'attaque aux facilitateurs, on s'attaque au cœur de toute cette industrie-là. Ça veut dire que, par exemple, n'importe qui va prendre la place de Deep.Web devient un peu une autorité, puis c'est elle qui va rediriger des millions de personnes vers les différents sites. Ce qui veut dire que si elle veut se partir un site de phishing, de voler finalement les identifiants des gens, elle peut le faire. Et ça amène donc énormément de risques parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Tout le monde faisait confiance à Deep.Web parce qu'on pensait qu'il était là pour la cause, finalement il était là pour l'argent, mais on pensait qu'il était là pour la cause, pour aider les gens et pour un peu structurer tout ça. Et finalement, donc, en n'ayant plus cette référence-là, on ne sait plus trop vers qui se tourner, puis on ne sait plus finalement, est-ce que c'est risqué ou non? Est-ce qu'on va sur les bons sites? Est-ce qu'on va se faire frauder par les participants? Ou encore, est-ce que ce n'est pas la police même qui va donc faire son propre site puis nous amener vers des plateformes qu'eux veulent qu'on aille? Donc, on a vu une augmentation des efforts, on a vu une perception des risques qui était plus élevée, et on a vu aussi une réduction des bénéfices, simplement parce que s'il y a moins de monde qui vont sur le dark web, s'il y a moins de monde qui utilise ça, bien, tout d'un coup, ça veut dire qu'il y a moins d'acheteurs, il y a moins de vendeurs, il y a moins d'argent qui circule. Et c'est quelque chose qu'on a vu, en fait, au cours des 2-3 dernières années. Le dark web est rendu un peu plate, malheureusement, ou heureusement, mais on a vu donc que la taille de la tarte avait vraiment diminué, et donc les gens avaient donc plus de misère à faire des bénéfices. Maintenant, qu'est-ce que les gens, donc, une fois qu'ils parlaient un peu de comment est-ce qu'ils se sentaient, on a vu beaucoup de gens, donc, un peu comme je disais, qui ont décidé qu'ils allaient pour un certain temps, ou même de manière définitive en disant, ben moi, je ne veux juste plus utiliser le dark web, c'est trop compliqué, il y a trop de risques. Et je pense qu'au cours des dernières années, le dark web était tellement un buzzword que les services de police, on a l'impression, se sont comme plus intéressés aux délinquants sur le dark web. Ça devenait donc moins risqué, même dans un sens, d'être sur Internet que sur le dark web. Et on l'a vu dans les compagnies, là, toutes les boards de compagnies ont dit à leur équipe de sécurité, est-ce qu'on est protégé contre le dark web? Et il y a eu plein de consultants qui ont fait plein d'argent là-dessus. Il reste que c'est un peu la même chose pour les délinquants, c'était comme le buzzword, puis aujourd'hui, qui demande un rabat sur notre exposition au dark web, c'est beaucoup moins répandu que ce l'était il y a quelques années. Donc, on a vu des gens qui disent, ben moi, too bad, je m'en vais, c'est rendu trop compliqué. Une des choses, c'est un nouveau concept en fait qui est apparu avec ça, c'est le fait que les délinquants maintenant, ben, ils prennent leur retraite, un peu comme vous un jour ou bientôt, ou dans longtemps. Mais donc les délinquants disent, regarde, moi c'est devenu trop compliqué, trop risqué, j'ai fait assez d'argent, donc en fait je vais simplement fermer mon site. Et on a vu en fait depuis ce temps-là toute une vague de sites qui vont dire, nous on se met un chiffre en tête, quand on aura fait assez de commissions, on va juste fermer notre site, point final, puis on aura fait assez d'argent. Donc, on voit de plus en plus donc, les sites qui vont annoncer leur fin, qui vont se retirer. Et la dernière chose, en fait, c'est de se dire, OK, ben, si on veut rester là, ben, ça veut dire qu'on va devoir s'adapter pour ceux qui restent. Puis ici, il y avait plusieurs types d'adaptations qui étaient proposées. La première, ça c'est comme le classique, c'est la décentralisation des infrastructures. Donc, de se dire qu'un peu avec des blockchains et tout ça, on va faire des systèmes qui sont impossibles finalement à fermer ou à saisir. On pourrait même faire voter les gens avec des tokens pour savoir c'est quoi le bon lien vers un site. Il y a plein de choses qui ont été pensées ou inventées. Il reste que malgré tout ça, on n'a pas vu de mouvement vraiment important vers des systèmes décentralisés. On le voit encore aujourd'hui qui sont disponibles, mais les délinquants ne sont pas nécessairement très pressés de changer dans tous les cas. Et on l'a vu même avec les bitcoins, ça a pris combien d'années avant que les délinquants commencent à utiliser des crypto-monnaies pour faire des crimes? Ça a quand même pris un petit moment. Deuxièmement, on a vu en fait, puis ça c'est quand même assez intéressant, un effort vraiment important d'archivage aussi, c'est de se dire que on ne peut plus faire confiance à ce que toutes les choses vont être là quand on en a besoin. Donc, les délinquants ont commencé à faire leurs propres archives de justement tous les sites de référence, de tout ce que les facilitateurs pouvaient leur donner.
Troisièmement, on a vu l'autonomisation des participants. Ça veut dire que les gens, ben, ils étaient un peu dépendants de ces facilitateurs-là, puis ils ont réalisé que quelque part, il va falloir qu'ils grandissent, puis oui, il va falloir qu'ils apprennent comment tout ça fonctionne, comment ça fonctionne une clé PGP, comment on fait pour se connecter sur le Dark Web. Donc, il y avait toutes ces technologies-là, puis tous ces apprentissages-là qu'on prenait pour acquis. Puis, je veux dire, dans le monde de la programmation, on le sait tous, on se rappelle de rien, on fait juste googler quelque chose, puis Stack Overflow nous donne la réponse. Mais un jour, le site pourrait disparaître, puis il faudrait apprendre à coder pour de vrai. Donc, et si on résume, en fait, parce que dans n'importe quel article scientifique, là, ça prend toujours des petites flèches, des graphiques, puis tout ça. Si on résume, en fait, ça ressemble un peu à ça, finalement, donc l'espèce d'enchevêtrement de, finalement, comment est-ce que les gens réagissent et comment est-ce que, finalement, ben, on peut prédire l'impact des facilitateurs. Et c'est dans l'article, je peux vous donner le lien pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, on se rend compte, en fait, que de s'attaquer aux facilitateurs du crime, ce n'est pas quelque chose qui est isolé. On l'a vu récemment avec Tornado Cash dans le monde des crypto-monnaies qui se faisait cibler par les États-Unis. Puis on se rend compte finalement que ben, il y a plusieurs services qui pourraient être qualifiés de, oui, d'aide pour des délinquants, mais qui ne sont pas nécessairement illégaux en eux-mêmes. Et on voit que les services de police et gouvernements commencent à s'attaquer à ces facilitateurs-là. Et ici, il y a toute une liste, en fait, vraiment importante de services, de produits qui sont mis en ligne, en fait, puis on pourrait même dire, est-ce que GitHub, justement, il y a eu beaucoup de discussions dans les derniers mois sur est-ce qu'on devrait publier du malware sur GitHub, est-ce qu'on devrait laisser les gens des proof of concept, est-ce que ça aide les délinquants, finalement? Bien, on pourrait se dire que, finalement, le gouvernement pourrait se dire, bien, GitHub, on va fermer ça parce que, finalement, ça fait juste aider les gens à faire du piratage. Mais on peut regarder donc le partage de fichiers qui a été vraiment ciblé aussi, les crypto-monnaies, même les sites de petites annonces, on l'a vu avec tout ce qui est côté prostitution qui ont été vraiment visés par le gouvernement. Et donc, ça nous amène au fait que les gouvernements s'attaquent à ces facilitateurs-là. Et ici, je trouve que ça pose en fait beaucoup de ponts parce que si on commence finalement à s'attaquer aux facilitateurs, la grande question c'est où on commence et où on s'arrête finalement. Et on n'a pas nécessairement le réflexe de faire des ponts avec les services de police. Ce n'est pas facile non plus. Bien souvent, ça va dans un sens et non dans les deux sens. Mais il reste que c'est quand même assez important de se poser ces questions-là maintenant. C'est un peu le but de ma présentation aujourd'hui. C'est vraiment de dire, bon, ben, on voit qu'il y a un changement dans les techniques policières. On voit qu'on s'attaque avec Tornado Cash ou d'autres services à des facilitateurs. Et là, la question, c'est de se demander, mais c'est quoi un facilitateur du crime? Puis est-ce qu'on veut vraiment s'attaquer à eux ou est-ce qu'on ne veut pas s'attaquer aux délinquants, finalement? Et c'est là où je pense que c'est assez important, dès maintenant, en fait, d'amener ces discussions-là, de réfléchir, d'écrire là-dessus, puis de faire des ponts, justement, avec, que ce soit les législateurs ou encore, donc, les régulateurs, donc les services de police, pour essayer de un peu les avertir, de comprendre un peu est-ce que ça les fait réagir, est-ce que notre service cause vraiment des problèmes, si oui, comment? Parce que finalement, il n'y a rien qui dit que votre prochaine innovation, le prochain code que vous avez publié ne sera pas visé finalement, comme lui aussi étant un facilitateur, puis ça mettra vous, finalement, dans le pétrin. Et ici, donc, c'est assez important, puis je termine là-dessus, c'est quand même assez important, donc, de se questionner puis de comprendre, en fait, quand on publie ou quand on utilise quelque chose, à quel point est-ce que ce service-là peut être utile ou servir à des délinquants et se demander, bien, est-ce que finalement j'ai besoin de me protéger d'une manière ou d'une autre? Et c'est là où bien, les avocats, qu'on les aime ou non, bien, ils coûtent cher, oui, mais ça peut être vraiment utile. Donc, c'est tout pour moi. Vous avez mon courriel si ça vous intéresse. Et ça faisait... Et je pense que j'ai 1 minute pour les questions et mon équipe m'attend au CTF. Donc, je prends une question. Oui, si vous voulez dire fort. Oui, question rapide comme ça. Des plateformes comme Hack5 ou USBKey qui vendent des outils de pen testing, Ouais. est-ce qu'ils pourraient être éventuellement visés par la police? Je suis même surpris qu'ils n'aient pas déjà été visés, en fait. Mais il reste que c'est toujours, la question, c'est toujours comment on se présente. Les Hack5 de ce monde ne vont pas se présenter en disant on vend des choses pour des délinquants. Ils disent on vend des choses à des experts en sécurité, mais demain matin, il pourrait avoir une descente chez eux, puis ils pourraient venir saisir toute leur rubber ducky. Donc, puis si j'étais eux, justement, j'essaierais d'avoir des ponts avec la police
de me faire connaître pour justement éviter ces mauvaises surprises-là. Mais pour moi, si j'étais eux, ça serait quelque chose qui est dans ma tête tous les matins quand je me lève. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça finit? Donc, je pense que c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup tout le monde et amusez-vous ce soir.